Mobiliser davantage les femmes pour une plus grande participation à la vie de la nation, c'est l'objectif visé par la stratégie nationale de participation et de représentativité accrue des femmes aux élections générales lancée ce matin sous la houlette du Premier ministre Django Sissoko. Des membres du gouvernement interpellés aujourd'hui devant les députés pour faire le point de la mise en œuvre de la feuille de route, la sécurité, les préparatifs des élections et les questions relatives aux finances de l'État au cœur des débats. Nous partirons ce soir à Gao, la cité des Askia qui renaît de ses cendres après 11 mois de léthargie économique. Les activités reprennent de plus belle, on note même la présence de quelques opérateurs économiques. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Merci de votre présence. Bonsoir. Avant de développer ces titres, ce message du président de la République par intérim à l'occasion de la fête du travail. Mes chers compatriotes, à l'instar des autres pays de la communauté internationale, le Mali célèbre ce 1er mai 2013 la fête du travail. En cette heureuse circonstance, il m'est agréable d'adresser à l'ensemble des travailleurs de notre pays mes vives félicitations ainsi que mes chaleureux encouragements. Comme en 2012, nous commémorons la fête du travail dans un contexte de grave crise au triple plan institutionnel, politique et sécuritaire. Mais par la grâce de Dieu, les perspectives de sortie des crises sont bonnes et très encourageantes. En effet, l'armée malienne, épaulée par les forces de la MISMA, de l'opération Serval, les soldats tchadiens et diverses troupes alliées sont sur le point de gagner la guerre de reconquête sur les narco-terroristes et les forces du mal. Je mesure à sa juste valeur la douleur personnelle de chaque travailleur qui a dû abandonner son poste de travail pour des raisons de sécurité, assister au saccage de son outil de travail, être témoin de l'arrêt du chantier sur lequel on fondait tant d'espoir ou se résoudre à subir les affres de l'occupation avec son cortège de brimades, de violences physiques et psychologiques et même de mort. Je veux rendre hommage au monde du travail pour son courage, sa dignité et sa combativité qui ont été autant d'atouts pour les pouvoirs publics dans leur engagement à chasser les agresseurs de notre pays. Je veux saluer le patriotisme de l'ensemble des travailleurs maliens qui ont su mettre une sourdine à leurs revendications pourtant légitimes pour se dédier à la reconquête de l'intégrité du territoire national et à la sauvegarde de notre État de droit. Mes chers compatriotes, comme par le passé, les travailleurs ont su démontrer qu'ils sont le fer de lance pour la défense de la patrie en danger. En cela, ils perpétuent le combat et le sacerdoce d'illustres dévanciers. Plus près de nous, les syndicats ont été à la pointe du combat pour l'avènement de la démocratie et du multipartisme intégral. Dans cette phase délicate de notre parcours commun où les adversaires d'hier doivent se parler et se donner la main dans le cadre de la commission dialogue et réconciliation, dans la perspective de la reconstruction de notre pays, j'engage les travailleurs du Mali à jouer leur rôle historique de défense des intérêts supérieurs de notre pays. Mes chers compatriotes, en ces moments critiques de l'existence de notre pays, je m'incline devant la mémoire de tous les travailleurs qui ont été des victimes innocentes de la crise actuelle et leur exprime la compassion et la solidarité agissante de la nation tout entière. En renouvelant mon entière disponibilité ainsi que celle de l'ensemble des institutions de la République à accompagner le monde du travail, je souhaite une bonne fête de travail à toutes et à tous. Que Dieu bénisse le Mali. Signé professeur Django Traoré, président de la République par intérim. Et nous avons ce autre message du président de la République par intérim suite au décès du caporal-chef Stéphane Duval. C'est avec une profonde affliction et une grande tristesse que le peuple malien et moi-même avons appris la perte tragique le lundi 29 avril 2013 dans la région de Kidal du caporal-chef Stéphane Duval, soldat du 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine de Bayonne, appartenant aux forces spéciales françaises. En cette douloureuse circonstance,
je présente au nom du gouvernement, de l'ensemble du peuple malien et à mon nom propre, mes condoléances les plus émues au président de la République française, François Hollande, au gouvernement et au peuple français, ainsi qu'à la famille du disparu. Par la même occasion, je souhaite un prompt rétablissement aux soldats français grièvement blessés dans les mêmes circonstances. Je m'incline très respectueusement devant la dépouille mortelle de ce jeune soldat. Son nom, à l'instar de ceux des militaires français et africains tombés sur le champ d'honneur, s'inscrit en lettres d'or dans les annales de la lutte implacable que les pays épris de paix et de liberté livrent au narcoterrorisme international. Je renouvelle ma confiance et mes encouragements à l'ensemble des troupes engagées dans ce combat pour la paix, la démocratie et le respect de la vie et de la dignité humaine. Signé professeur Djankounda Traoré, président de la République par intérim. À présent, cette question. Comment amener plus de femmes à participer massivement à la vie de la nation? C'est l'objectif, en tout cas, visé par ce projet dénommé Stratégie nationale de participation et de représentativité accrue des femmes aux élections générales. Lancée ce matin au CICB sous la présidence du Premier ministre, cette stratégie constitue l'un des maillons forts de la campagne gouvernementale de mobilisation des femmes à prendre part au débat de la nation. Mahamadou Doumbia nous en dit plus. En lançant la stratégie nationale pour la participation et la représentativité accrue des femmes aux élections générales, l'une des préoccupations politiques des femmes vient d'être prise en compte. Initiée par le département en charge de la famille, de la promotion de la femme et de l'enfant, il s'agit désormais pour les femmes de se battre, de se mobiliser et de gagner des élections générales au lieu d'être des figurantes. Malgré la volonté politique et l'engagement constant de la société civile et des partenaires du Mali, le taux de présence des femmes aux postes de responsabilité et de décision, surtout électifs, reste encore très faible. Cette situation compromet l'exercice de leur citoyenneté et les prive de leurs droits fondamentaux, principalement celui relatif à la participation à la vie publique. Au regard de l'importance des enjeux pour la vitalité de notre gouvernance démocratique, et l'égalité entre les femmes et les hommes, en vue d'un développement équilibré, harmonieux et durable, la présente stratégie se veut un cadre fédérateur de toutes les initiatives développées dans le domaine genre et élection. Conscientes de leur force, les femmes constituent 50,4% d'une population qui atteint aujourd'hui 14,5 millions d'habitants et 70% d'entre elles vivent en milieu rural. Et pour les aider, le gouvernement ne ménagera aucun effort. Il s'agit à travers cette stratégie de doubler la représentativité actuelle des femmes au Parlement de 10 à 20%, d'atteindre au moins 20% dans les mairies et au moins 30% des conseillers municipaux. La participation des femmes est un indicateur important de la crédibilité de notre processus démocratique. C'est pourquoi la prise en compte des femmes et leur implication dans la vie publique ont figuré, ou en tout cas doivent figurer, dans tous les programmes de développement. Un sketch joué par le centre d'écoute communautaire de Niamakoro est assez édifiant. Les femmes ne doivent plus se contenter durant des campagnes électorales de sucre, de thé ou de t-shirt. Elles doivent aussi lutter et prétendre à des postes électifs à tous les niveaux. Place de la République, certains membres du gouvernement étaient face aux députés toute la journée. Ils ont été interpellés pour faire le point de la mise en œuvre de la feuille de route. Les débats ont essentiellement porté sur la sécurité, notamment sur le cas de Kidal, qui reste ambigu selon les députés. Il a été aussi question des préparatifs des élections annoncées pour le mois de juillet. Les parlementaires ont insisté sur l'état du fichier et du calendrier électoral, ainsi que sur la présence de l'administration dans tout le nord du pays. Ibrahima Traoré, les détails.
Partagés entre inquiétude et optimisme, les députés et les membres du gouvernement se sont adonnés à un véritable débat franc pour se dire toute la vérité sur la mise en œuvre de la feuille de route. Les discussions ont essentiellement porté sur la libération totale du Nord et sur les préparatifs des élections. Concernant le premier point, les parlementaires ne comprennent pas la situation à Kidal. Ils veulent savoir quand est-ce que le drapeau malien flottera sur la 8e région du Mali où les bandits du MNLA dictent leurs lois et refusent catégoriquement de désarmer. Monsieur le ministre de la Défense, quand est-ce que l'armée malienne sera à Kidal? Quelles sont les dispositions, monsieur le ministre, prises pour régler définitivement ce cas Kidal? D'autant plus que notre partenaire français ne manque aucune occasion pour demander au gouvernement malien de négocier. Est-ce que réellement, parce que les Maliens sont inquiets, est-ce que ce qui s'est dit se mijote un peu partout? La naissance peut-être d'un petit État clandestin? Est-ce que, monsieur le ministre, vous pouvez nous rassurer qu'il ne sera rien de tout ça? Parce que demain, si c'est le cas, c'est vous qui allez répondre. Qu'on n'attend pas de moi quelques détails que ce soit sur la manœuvre future. Je n'en dirai strictement rien. À la date d'aujourd'hui, on est dans une logique de mettre à contribution d'autres manières de parvenir à un accord sans être obligé de recourir aux forces armées. Mais parallèlement, l'armée continue ses préparations. Tant que subsistera un groupe quelconque qui n'obéira pas aux prérequis définis supra, les forces armées de sécurité sont dans l'obligation d'aller les rechercher et de les neutraliser. Autre sujet brûlant évoqué, la tenue de l'élection présidentielle au mois de juillet. Les députés sont sceptiques, notamment sur l'état du fichier et du calendrier électoral, le vote des déplacés ou encore sur le retour de l'administration dans tout le nord du pays. Pouvez-nous rassurer aux populations de Kidal, à l'instar de celles des autres régions, qu'elles iront voter le même jour comme les autres Maliens? Est-ce qu'il va y avoir une carte électorale? Est-ce qu'elle sera prête avant le mois de juillet? Comment vous allez faire aussi avec le fichier qui n'est pas encore prêt? Comment vous allez faire des cartes électorales avec un fichier qui n'existe pas encore? Le fichier que nous allons utiliser sera issu des données du dernier recensement, le recensement RAVEC. Et la délégation générale aux élections est en train de travailler afin de produire le fichier électoral. Nous pensons que ce fichier sera disponible dans les délais raisonnables pour nous permettre de conduire toutes les opérations de validation et de correction nous permettant d'avoir à la fin du mois de juin les listes déjà validées afin d'aller aux élections au mois de juillet. L'administration est en train de retourner dans les zones qui étaient anciennement occupées. L'administration n'est pas encore de retour à Kidal, mais nous espérons que ce sera pour bientôt. L'eau et l'électricité, notamment dans la partie septentrionale du pays, préoccupent également les parlementaires. EDM SA semble traverser une zone de turbulence et a du mal à satisfaire les besoins des populations. Pourquoi, se demandent les députés? Dans les zones nord du Mali, il n'y a pas de courant. Je voudrais demander quelles sont les difficultés que rencontre notre société. Si tout le monde paye sa facture à temps, ça permettra à la société, franchement, de fournir le service à hauteur de souhait. Nous avions avec les abonnés particuliers à peu près 30 milliards d'impayés. Les abonnés en ville. Nous avions 6 milliards d'impayés avec les industriels. 3 milliards d'impayés avec les municipalités. Actuellement, là où je parle, les équipes techniques d'EDM sont en conclave pour essayer de faire un timing, une sorte de programmation de la reprise globale de services au nord, autant que la sécurité nous le permettra. Plusieurs autres questions ont été abordées au cours de cette séance d'interpellation. L'Assemblée nationale dénonce notamment le manque crucial de cartes d'identité dans le pays, le non-respect de l'état d'urgence à Bamako ou encore le fait que le gouvernement ne communique jamais à temps. Voilà, il a été question aussi des finances et de la sécurité intérieure du pays. Le résumé des débats avec les deux ministres en charge de ces questions ainsi que les recommandations dans nos prochaines éditions.
Le gouvernement du Mali informe l'opinion nationale et internationale que depuis lundi, sur une chaîne de radiodiffusion internationale, des informations faisaient état d'un départ en exil du capitaine Amadou Aya Sanogo, président du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité. Ces informations ne sont que pure allégations mensongères et sans fondement. Le président du comité et l'ensemble de son équipe sont bel et bien présents à Bamako et n'envisagent nullement un tel départ. Ils travaillent conformément à leur mission au moment où la nation a besoin de tous ses enfants aux côtés de nos forces engagées dans les opérations de défense de la nation. Direction le Sénégal où vit une forte communauté malienne et qui veut surtout participer à l'effort national pour un rapide retour de la paix au Mali. Les Maliens de la diaspora sénégalaise ont en effet lancé un projet intitulé « Un citoyen engagé, un patriote, un geste pour la reconstruction nationale ». Faisons le point avec Suleiman Kantara Sissoko. L'objectif de cette rencontre était de sensibiliser et de mobiliser les Maliens de la diaspora pour le lancement de la caravane de la paix, la flèche de l'espoir, en octobre prochain. Cette caravane véhiculera les messages de paix et de reconstruction auprès des habitants de villes touchées par la crise, recensera les besoins des populations afin de cibler au mieux les actions pertinentes pour l'effort de paix et de reconstruction. Plusieurs associations de jeunesse ont appelé les Maliens à l'union et à la reconstruction du pays durement éprouvé. Parmi les préoccupations soulevées au cours des débats, l'on peut retenir que la réconciliation ne doit pas se faire au détriment de la justice, qu'il faut reconnaître les torts et savoir avec qui dialoguer et se réconcilier. En réponse, Mme Oumoutouré dira qu'il faut identifier les Maliens et les écouter avec un mot-clé comme leitmotiv, la paix. Il faut aider la commission dialogue et réconciliation à réussir sa mission, a-t-elle déclaré. Le consul général du Tchad, qui assistait à cette soirée, a invité les Maliens à se donner la main pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale et à aller à l'essentiel de la reconstruction du Mali. Et dans son mot de clôture, l'ambassadeur du Mali au Sénégal a déclaré que le Mali surmontera les difficultés. Je mets au défi toute la salle. Si on peut me citer une grande nation, un grand État qui n'a pas eu à subir des épreuves de ce genre-là. Il n'y en a pas. Et nous ne connaîtrons la valeur du Mali que quand on sortira de cette épreuve. Et Dieu merci, nous sommes en train de sortir de cette épreuve. La caravane que vous êtes en train de mettre en place, les premiers à initier une caravane pour faire face à la situation qui se passe dans notre pays, c'était les Maliens du Sénégal. Enfin, le mouvement qui a comme credo la promotion des valeurs et pratiques culturelles a fait appel aux chasseurs pour des prestations. Relance de l'activité économique dans la ville de Gao, la cité des Askia, après 11 mois de léthargie économique, se réveille doucement mais sûrement. Les populations déplacées regagnent massivement la région. On note également la présence de quelques opérateurs économiques dans la ville, nous indique Drissa Kone. En ces mois d'avril, la température avoisine les 45 degrés à l'ombre, un climat propice à la pêche, d'où la florescence du commerce de poissons. Les femmes, moteurs de tout développement, étaient assujetties, interdites de se mélanger aux hommes au marché. Tout cela n'est qu'un triste souvenir. Aujourd'hui, c'est un marché mixte qui fournit toutes sortes de produits à sa clientèle, et cela dans une ambiance conviviale. Il y a tout prix de poissons. Tout prix, il y a pour 100 francs. Il y a pour 200, il y a pour même le kilo. Le kilo de capitaine, c'est 2000 francs. Avec comment elle est présente militaire, ça marche maintenant. Avant l'attaque des mairies, on était arrêté plus d'1 mois. On a beaucoup de souffrance aussi. Mais après, les gendarmes fluviaux, là, ils étaient arrivés, ils sont là à côté de nous et ils ont nous facilité la tâche. Outre la sécurisation de la ville, l'inauguration du marché des légumes de 500 places réjouit les commerçants. Ce marché a coûté plus de 51 millions de francs CFA à l'opération Serval. Autre aspect du redémarrage de l'économie à Gao, c'est la présence de quelques opérateurs économiques, tous en chantier de réhabilitation. J'emploie 26 personnes ici, il y a 14 ici et puis les 12 de l'autre côté.
Mon objectif, c'est pour pouvoir quand même finir de réhabiliter, que les gens viennent, pour qu'on puisse quand même s'en sortir. Tous ces aspects sont de nature à rassurer l'équipe municipale de la commune urbaine de Gao. Et au jour d'aujourd'hui, après 2 mois de libération, si vous tournez en ville, vous constatez qu'il y a 6-7 cars qui arrivent à Gao, donc il y a au minimum de 400 rentrées par jour à Gao, et donc Gao revit. Il n'y a pas de banque dans la région. Il n'y a pas effectivement aussi de caisse d'épargne. Si on peut avoir 2 banques au niveau de Gao, ça peut vraiment beaucoup nous soulager. Les contrôles et patrouilles incessantes perpétrées jour et nuit par les forces de défense rassurent davantage les populations, ce qui explique aujourd'hui un engouement de retour des populations vers les villes libérées. Voilà, un appel lancé aux banques de la place. Restons dans le nord Mali. À Tombouctou, Plan Mali vient de lancer officiellement ses opérations humanitaires. Objectif, améliorer la qualité de vie des enfants et promouvoir leurs droits et intérêts en 6e région. 250 millions de francs CFA seront injectés dans cette campagne, nous dit Yéa Kandina. C'est au cours d'une cérémonie qui a rassemblé toutes les sensibilités de la région de Tombouctou que l'ONG internationale Plan Mali a procédé au lancement officiel de ses opérations humanitaires dans la région. L'objectif visé est d'améliorer la qualité de vie des enfants défavorisés, promouvoir leurs droits et intérêts. Plan est convaincu de la nécessité de travailler en synergie pour répondre à tous les besoins de l'enfant. Plan, en tant que partenaire au développement de l'État malien, apporte sa contribution pour appuyer les efforts du gouvernement. Tous les enfants doivent recevoir l'appui de Plan, quelle que soit leur appartenance sociale, religieuse ou ethnique. Ces gestes, Madame la directrice du Plan Mali, soulagera de milliers d'enfants démunis qui sont victimes de la guerre, victimes d'une mauvaise éducation et des soins de santé. Une cérémonie riche en couleurs, marquée par la remise de kits scolaires à 5000 bénéficiaires. Cette action permet ainsi de lancer à l'échelle communautaire la campagne Retour à l'école, de diminuer le taux d'abandon et du même coup augmenter le nombre d'écoles ouvertes. Les autorités régionales s'en réjouissent et saluent le geste. À Tombouctou, les autorités s'affirment ici à vous donner non seulement le soutien dont vous avez besoin, vous avez parlé de suivi conseil, mais nous allons donner l'appui et suivi conseil pour vous accompagner dans votre noble tâche. Pour la réussite de cette opération, Plan Mali s'apprête à injecter 250 millions au profit de la 6e région. Autre lancement, celle-là a été faite à Koulikoro par le ministre de l'Artisanat et du Tourisme. Il concerne la Fédération malienne des groupements et entreprises d'artisans du Mali, FEMAGA. La FEMAGA regroupe plus de 100 groupes et entreprises d'artisans du pays. Seydou Traoré, correspondance. Le lancement de cette nouvelle fédération ouvre un grand espoir pour l'artisanat du Mali, un secteur qui a les moyens de résorber le chômage des jeunes afin de lutter contre la pauvreté et de créer la richesse. À peine créée le mois d'août 2011, la Fédération malienne des groupements et entreprises d'artisans FEMAGA entend innover les corps de métier artisanal et valoriser l'approche participative. L'objectif primordial est d'assurer la compétitivité, la promotion et la formalisation de ces entreprises et groupements d'artisans afin qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle de pourvoyeur d'emplois et de ressources pour les femmes et les jeunes en quête de bien-être social dans la région de Koulikoro. Notre fédération regroupe 111 groupements et entreprises d'artisans à travers le Mali. Nous opérons dans les 7 catégories de métiers d'artisans, à savoir l'alimentation, le bâtiment, le bois et ameublement, transformation des métaux et construction métallique, habillement et textile, hygiène et soins corporels et l'artisanat d'art. À travers les objectifs qu'elle s'est assignés, la FEMAGA permettra d'informer, de former, de sensibiliser et de contribuer à la protection sociale et à la promotion commerciale des artisans du Mali. Les plus hautes autorités, conscientes du rôle et de la place de l'artisanat dans la vie socio-économique et culturelle, saluent et accompagnent cette initiative qui va dans le sens du développement harmonieux de notre pays. En œuvrant en synergie avec les autres acteurs de l'artisanat, la FEMAGA contribuera sans nul doute à faire jouer à l'artisanat son rôle dans la réduction de la pauvreté par la création d'emplois
et la promotion d'activités génératrices de revenus. Les autorités régionales de Koulikro et les membres de la Fédération malienne des groupements et entreprises d'artisans ont félicité du lancement à Koulikro et ont témoigné leur disponibilité à accompagner la nouvelle fédération des artisans. Auparavant, l'assistance avait observé une minute de silence à la mémoire des victimes de la crise du Nord et ont lu la Fatiha pour le retour de la paix au Mali. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Tchéma Hubert Koulibaly, est attendu demain 1er mai et ce jusqu'au 4 mai à Rabat. C'est dans le cadre d'une visite officielle d'amitié et de travail en réponse à l'invitation de son homologue marocain, son Excellence M. Sadine Othmani. Demain, 1er mai, c'est la fête du travail. En prélude à cet événement, l'Union nationale des travailleurs du Mali a tenu une conférence débat sur le thème paix et démocratie. Aousseni Touré était à cette conférence, son compte rendu. L'évocation par le secrétaire général de l'INTM des événements de mars 2012 et de l'occupation du nord du pays est un rappel du rôle que cette organisation a joué dans la préservation des acquis du peuple malien. Mais le combat de l'INTM, c'est surtout le souci de l'avenir du Mali et des travailleurs maliens. Après un état des lieux de la crise et de ses répercussions négatives sur le monde du travail, Siaka Diakité a fait le point des résolutions des revendications du monde ouvrier sans perdre de vue les difficultés de l'heure. L'indemnité de départ à la retraite, l'avancement en grade des fonctionnaires qui ont obtenu au moins la note bon à la veille de leur départ à la retraite, l'indemnité de résidence des fonctionnaires et des contracteurs de l'État ainsi modulée, mais non encore appliquée. Catégorie A, 21 500, catégorie B, 11 500, catégorie C, 6 500, contractuel, 2 500. Il nous a fallu exercer des pressions fortes pour obliger le gouvernement à adopter la nouvelle grille des fonctionnaires. Dans les prochains jours, nous conviendrons de sa date d'application. La flambée récente des prix a été dénoncée, mais la centrale annonce que des solutions sont en vue pour y faire face. L'INTM applaudit la mise en place de l'assurance maladie obligatoire, une aubaine pour les travailleurs. Mais ce que la centrale apprécie moins, c'est la situation qui prévaut actuellement à Kidal. Le mouvement national de libération de l'Azawad jouit d'une complicité évidente. Il a été défait, et tout le monde le sait. Mais qui lui a permis de se sanctuariser à Kidal? Par ailleurs, le syndicat s'interroge sur la faisabilité des élections eu égard au contexte politico-sécuritaire qui a cours. La coordination des organisations patriotiques du Mali, COPAM, s'est dit opposée à la prorogation de l'état d'urgence par l'Assemblée nationale. Elle réclame également la présence de l'armée nationale à Kidal. Ces déclarations ont été faites ce matin à la Maison de la Presse, dont nous vous proposons un extrait, lu ici par le porte-parole de la coordination, Mohamed Tabouré. L'Assemblée nationale est allée au-delà du souhait du gouvernement en prorogeant l'état d'urgence jusqu'au 6 juin 2013. En fait, l'état d'urgence n'a pas été institué pour des raisons de sécurité et pour faire face à des troubles quelconques, car les Maliens, dans leur sagesse et à travers leurs groupes organisés, n'ont jamais créé des troubles et des violences quelconques. Mais l'état d'urgence a été organisé pour des raisons purement politiques. 1. Il s'agit de mettre la COPAM dans une camisole de force et tenter de l'intimider. 2. Museler les forces vives et la démocratie dans l'ensemble du pays. 3. Surtout permettre aux milliards du FDR de continuer de sortir du pays et de circuler dans les camps des Maliens réfugiés dans les pays voisins, acheter en toute tranquillité et en toute impunité les votes et les consciences avant le jour des élections. Monsieur le Président,
la COPAM, les forces vives et le peuple souverain du Mali vous demandent d'ordonner à l'armée de prendre d'assaut Kidal. Cela va de votre honneur, de votre dignité et de la survie honorable de notre patrie. Nous réclamons une commission vérité, dialogue et réconciliation. Voilà, des propos recueillis par Agali Agissa. Les membres de la commission dialogue et réconciliation sont conviés à leur première assemblée plénière le jeudi 2 mai 2013 à 11h au siège de la commission, l'ancien ministère de la Santé, c'est à Koulouba. C'est parti pour la deuxième phase du projet d'appui multinational de l'Université virtuelle africaine UVA. Ce projet ambitionne d'améliorer la qualité de l'enseignement dans les universités d'Afrique par une utilisation conséquente des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cheikh Oumar Sangaré, reportage. La phase 2 du projet d'appui multinational de l'UVA vise globalement le renforcement des capacités des universités partenaires des pays membres de l'UVA, dont le Mali, dans la gestion des programmes de qualité privilégiant l'intégration des technologies de l'information et de la communication. L'Université virtuelle africaine UVA est une organisation panafricaine qui œuvre pour la facilitation de l'accès à la formation supérieure par l'utilisation novatrice des TIC. 21 pays francophones, anglophones et lusophones prennent part à cette organisation. Le moment est venu pour l'Afrique en général et pour le Mali en particulier d'envisager d'avoir recours au e-learning pour prendre en charge le besoin croissant d'une éducation et d'une formation de qualité et abordable. Cependant, il faut pour cela des politiques et un financement approprié, une planification et une exécution minutieuse, un contrôle de la qualité, de la recherche et le développement d'une grande campagne de sensibilisation. Face à la croissance rapide des effectifs d'étudiants dans nos universités, la généralisation du système LMD et surtout la promotion de la télémédecine, ces nouveaux partenariats entre l'ISTTB et l'UVA nourrit les espoirs. Avec la massification de l'effectif des étudiants, il nous manque énormément de places assises au niveau de nos amphithéâtres. Et l'un des moyens pour résoudre ce problème est l'utilisation des techniques de l'information et de la communication. Ce qu'on appelle couramment les centres de formation à distance et les e-learning. Donc nous attendons beaucoup de ce partenariat avec l'UVA. En marge de la rencontre, les responsables de l'UVA doivent rencontrer les autorités scolaires à plusieurs niveaux pour communiquer sur le projet. Ils doivent aussi finaliser la signature de la charte de l'UVA. Il est libre de voyager, de travailler, bref, libre de vaquer à ses occupations. Il s'agit de Boukari Ndao, le directeur de publication du journal Le Républicain. Le verdict est tombé, il a été acquitté ce matin à l'issue d'une audience au tribunal de la commune 4. Ses avocats ont tenu une conférence de presse juste après la proclamation du verdict. Khadija Toukone, compte rendu. Enfin libre, Boukari Ndao, journaliste de son état au quotidien Le Républicain, peut désormais rejoindre ses confrères. Le verdict est tombé ce matin au tribunal de la commune 4. M. Ndao avait été accusé pour délit de presse et lors de son procès le 16 avril dernier, ses avocats avaient demandé la nullité du dossier à cause de l'absence de citation. Chose bien fondée qui conduit alors le tribunal de première instance de la commune 4 à déclarer nulle la poursuite engagée contre M. Ndao. Après la victoire, ses avocats ont tenu une conférence de presse. La presse doit rester mobilisée parce que malheureusement encore dans notre pays, la loi sur la presse regorge des infractions qui sont sanctionnées par des peines privatives de liberté et qui plus est, la détention préventive est encore en vigueur au Mali, ce qui n'est pas du tout normal en matière de délit de presse. Ce qui est arrivé au cas à M. Boukari Ndao pourrait arriver à n'importe quel journaliste tant que cette loi existera. Boukari Ndao étant le journaliste qui a fait le temps de détention le plus long depuis l'indépendance, se dit fier aujourd'hui. J'ai un sentiment de fierté de constater la mobilisation totale de tous mes confrères autour de ma modeste personne et pour la défense de la liberté d'expression. Donc je suis satisfait, mais c'est une satisfaction partielle parce que les poursuites contre ma personne sont annulées
Aucune liberté n'est octroyée sur un plateau d'argent. C'est au bout d'une lutte que nous arrachons nos droits. Les conférenciers ont affirmé que la bataille est gagnée, mais pas la guerre. Les journalistes doivent rester soudés pour préserver la liberté de presse. Et nous poursuivons ce journal. Plus de 76 millions de francs CFA répartis entre 2000 déplacés des communes 2 et 3 du district de Bamako. C'est le fruit d'un partenariat entre Catholic Relief Service et World Vision avec le concours de la Banque nationale de développement agricole. Moussa Fani. Service et World Vision viennent d'apporter un appui dans le cadre du projet d'assistance humanitaire aux déplacés du Nord. Le présent projet concerne 291 familles, soit 2260 personnes. Son projet était suivi d'un projet qu'on a commencé depuis quelques mois avec l'aide de Irish Aid à satisfaire les besoins en vivre et non vivre. Notre organisation a l'ambition d'aller encore plus loin, de pouvoir toucher au plus profond les couches vulnérables du Mali. 76 millions de francs CFA, c'est le coût global du financement du projet qui devra contribuer à satisfaire les besoins alimentaires des bénéficiaires. Pour cela, les 291 chefs de famille ont reçu chacun une carte magnétique de la... Toutes nos excuses pour ces petits problèmes qui surviennent au cours de ce journal. Le directeur général du budget informe les fonctionnaires et contractuels des collectivités territoriales des régions de Tombouctou, Gao et Kidal payés sur le budget d'État et sur billettage que 2 pôles sont retenus pour le paiement de leur salaire du mois d'avril 2013. Pôle de Bamako pour les travailleurs déplacés des 3 régions à Bamako et environ. Au niveau du pôle de Bamako, les paiements se feront les jeudis 2 et vendredi 3 mai 2013 à partir de 9h au lycée Askia Mohamed de Bamako pour les 3 régions du Nord. Pôle de Mopti pour les travailleurs restés dans les 3 régions et se déplacer à Mopti et environ. Au niveau du pôle de Mopti, les paiements se feront les jeudi 2, vendredi 3, samedi 4 et lundi 6 mai 2013 à partir de 9h au gouvernorat de Mopti pour les 3 régions du Nord. Et le directeur général du budget s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Lancement du projet intégré de lutte contre la mortalité infantile en milieu urbain. Ce projet initié par Action contre la faim au Mali en partenariat avec l'UNICEF a pour but de renforcer la prévention et la prise en charge de la malnutrition aiguë dans la commune 4 du district de Bamako. Rachel Tessougué nous en parle. Un enfant sur 5 meurt avant l'âge de 5 ans. Dans plus de 50% des cas, il s'agit de décès liés à la malnutrition. Pour éradiquer ce fléau, Action contre la faim et ses partenaires ont initié le projet intégré de lutte contre la mortalité infantile en commune 4. Le coût total de ce projet est 150 millions de francs CFA. Il s'étendra sur 12 mois. L'objectif de ce projet, c'est réduire la malnutrition ici en commune 4 à Bamako. Et bien entendu, derrière malnutrition, c'est aussi s'attaquer à la problématique de la mortalité infantile. La réduction de la malnutrition, elle passe par 2 phases. La première phase, c'est au niveau curatif, avec donc des produits spécifiques qui peuvent être alloués aux enfants une fois qu'ils ont été dépistés. Et il y a par la suite une autre phase très importante qui est la prévention. Les représentants de la commune 4 se disent honorés, car la réalisation de ce projet contribuera certainement à soulager de nombreuses familles. Tout ce qui concerne les enfants est bénéfique pour le Mali et singulièrement pour notre commune. Toutes les autorités ont accordé une place importante, disons, à la lutte contre la malnutrition pour que les enfants puissent survivre et atteindre, disons, un âge majeur. Au Mali, depuis bientôt 17 ans,
Action contre la faim œuvre à la promotion de la santé infantile. Elle permet un meilleur accès à une prise en charge de qualité pour les enfants atteints de malnutrition. Le manuel de procédure administrative, comptable et financière, l'accord d'établissement, ainsi que le projet de décision portant plan d'effectifs du Centre national de promotion du volontariat sont à l'étude. C'est à la faveur de la deuxième session ordinaire du conseil d'administration du CNPV ouverte ce matin. Ramata Konati. La deuxième session du Centre national de promotion du volontariat CNPV définit les orientations de la structure qui a seulement 2 ans d'existence. Elle devra jeter les bases de la gestion des ressources humaines et financières du CNPV. La rencontre permet aussi d'examiner l'accord d'établissement et le projet de décision fixant le fonctionnement du jeune centre. L'approbation de ces documents stratégiques permettront au Centre national de promotion du volontariat de poursuivre l'atteinte des résultats probants à l'instar de l'année 2012, à savoir un personnel d'encadrement et des volontaires performants sur le terrain, des outils de gestion appropriés. Il s'agit là, selon le directeur général du CNPV, de documents hautement importants pour le développement du volontariat. Ces documents serviront de balises pour le Centre national de promotion du volontariat, pour mieux orienter et mettre en œuvre ses activités et faciliter aussi l'atteinte de résultats escomptés, au titre de son plan de travail 2013. Au nombre des actions inscrites dans ce plan de travail, le déploiement des volontaires, la sensibilisation des uns et des autres sur le concept volontariat, la formation des volontaires sur la gestion des projets et le civisme. De nos jours, une centaine de volontaires œuvrent dans les domaines tels la santé, l'accès à l'eau, l'assistance sociale. Plus de 5 milliards de francs CFA, c'est le budget adopté par les administrateurs du centre hospitalier universitaire CHU Gabriel Touré au titre de l'année 2013. C'était à la faveur de la 35e session de son conseil d'administration. Les précisions avec Moussoukoura Konati. Cette 35e session du conseil d'administration du centre hospitalier universitaire CHU Gabriel Touré a porté sur l'examen et l'adoption du rapport d'activité du 1er janvier au 30 septembre 2012. Les administrateurs ont aussi échangé sur la programmation 2013. Enfin, le conseil a adopté le budget 2013 qui s'élève à plus de 5 milliards de francs CFA. Concernant le rapport d'activité au 30 septembre 2012, le bilan s'avère satisfaisant selon le directeur général. En ce qui concerne les activités professionnelles de soins, nos équipes ont reçu et pris en charge approximativement 78% parmi 142 900 nouveaux cas attendus, dont environ 20% ont été hospitalisés, ce qui justifie ainsi donc notre rang de 3e référence des soins dans le système de soins au Mali. Pour cette année 2013, la Direction générale ambitionne l'application de la loi hospitalière pour assurer l'effectivité du service public. Le service public hospitalier, ça veut dire quoi? Quand un malade arrive en urgence, il est soigné d'abord, ensuite, après, on demande à payer les frais. Le rôle que le conseil d'administration peut avoir à ce niveau, c'est un rôle d'accompagnement, un rôle de plaidoyer auprès de toutes les autorités pour qu'on puisse prendre en compte encore davantage les difficultés liées à cet hôpital. Le centre hospitalier universitaire Gabriel Touré a une capacité de 447 lits. Le service emploie 743 agents, toutes catégories confondues. 15e session du Palais de la Culture. La structure ambitionne cette année de contribuer au retour de la paix. Elle compte aussi renforcer le plateau technique de la salle Banzoumana Sissoko, Cheikh Oumar Sangaré. Les détails. Pour l'exercice 2013, le Palais de la Culture Amadou Ampateba a prévu un budget équilibré en recettes et en dépenses d'un montant de 544 734 000 francs CFA. Dans ces budgets légèrement en hausse par rapport à l'exercice 2012, l'apport de l'État s'élève à 426 694 000 francs. Selon les administrateurs, la priorité de la structure est d'œuvrer pour l'unité de la nation par la création artistique et culturelle. Cela passe par la redynamisation des formations nationales. D'une part, la conduite d'une réflexion sur les formations nationales
afin de définir un statut particulier pour les artistes fonctionnaires. D'autre part, la création de nouvelles œuvres par les ballets maliens, le Koteba national, sur les thèmes de la cohésion nationale, la culture de la paix et la participation des populations aux élections 2013. La composition et l'enregistrement audiovisuel d'œuvres de l'ensemble instrumental sur la paix et la réconciliation. Si les résultats de 2012 sont satisfaisants malgré la crise, pour autant, les directeurs du Palais de la Culture fondent un espoir sur l'appui des partenaires. Nous avions prévu ce qu'on appelle le week-end culturel, qui est un événement phare du Palais de la Culture qui n'a pas pu se réaliser. Dans la perspective de pouvoir bénéficier du soutien des partenaires étrangers, il était prévu effectivement un aménagement des berges avec donc les événements. Donc ce financement, nous l'avons perdu. Nous osons espérer du moins que, certainement avec la reprise de la coopération, avec surtout la coopération espagnole, nous espérons que Sormadolo pourra être réitéré. Doter la salle des spectacles Bazoumana Sissoko en nouveau équipement de son et de lumière et acquérir un groupe électrogène pour faire face aux coupures d'électricité sont entre autres ambitions du Palais de la Culture Amadou Ampateba pour cette année 2013. Je vous le disais tantôt, plus de 76 millions de francs CFA sont répartis entre 2000 déplacés des communes 2 et 3 du district de Bamako. C'est le fruit d'un partenariat entre Catholic Relief Service et World Vision avec le concours de la Banque nationale de développement agricole. Moussa Fane, reportage. L'occupation des régions du nord du Mali a entraîné le déplacement massif des populations vers le sud. Pour les soutenir, Catholic Relief Service et World Vision viennent d'apporter un appui dans le cadre du projet d'assistance humanitaire aux déplacés du nord. Le présent projet concerne 291 familles, soit 2260 personnes. Son projet était suivi d'un projet qui on a commencé depuis quelques mois avec l'aide de Irish Aid à satisfaire les besoins en vivre et non vivre. Notre organisation a l'ambition d'aller encore plus loin, de pouvoir toucher au plus profond les couches vulnérables du Mali. 76 millions de francs CFA, c'est le coût global du financement du projet qui devra contribuer à satisfaire les besoins alimentaires des bénéficiaires. Pour cela, les 291 chefs de famille ont reçu chacun une carte magnétique de la Banque nationale de développement agricole BNDA pour un retrait mensuel de 8 000 francs CFA par membre de famille pour une période de 4 mois. Ce programme nous rappelle que la synergie entre les différents acteurs nationaux et internationaux a été et devra continuer à être de mise afin de mettre sur pied des activités pouvant réellement répondre aux besoins exprimés suite à la crise au Mali aujourd'hui. Au nom de tous les ressortissants du Nord, nous les bénéficiaires, je suis vraiment très content et très comblé de ces gestes. Nous avons des appuis différents, c'est en fonction de la taille de la famille. Bon, c'est vraiment un appui important, c'est en somme quand même. Ces gestes humanitaires du Catholic Relief Service et ses partenaires a concerné les déplacés de la commune 2 et 3 du district de Bamako. Les initiateurs entendent étendre ce projet à d'autres localités. En 5e région, le groupement des femmes de Tori dans le cercle de Bankas s'engage à collecter des fruits de balanite pour la production de biocarburants. Pour cela, le groupement vient de nouer un partenariat avec l'unité de transformation Kissima Industrie qui lui a offert des équipements pour une meilleure mise en œuvre du dit projet. Yacouba Maïga nous en dit plus. En cette matinée du jeudi 25 avril, les femmes de Tori dans le cercle de Bankas avaient les sourires très larges et le jeu en valait la chandelle puisqu'elles ont désormais de nouvelles sources de revenus et de création d'emplois avec l'acquisition d'une machine décortiqueuse, des paniers et des bassines pour améliorer leur activité de collecte de fruits de balanite. Le projet s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre Kissima Industrie et Mali Biocarburant en vue de la production de biocarburants. Cela va se passer avec la collecte qui sera assurée par elle au niveau de la production ici.
pour faire du biocarburant avec les amandes de Zagana. L'initiative a été vivement saluée par les autorités villageoises et communales qui n'ont pas caché l'impact positif de cette activité sur l'amélioration des revenus des ménages, voire même l'économie locale. Nous remercions Mme Sempara pour sa franche collaboration et son appui à la promotion économique et sociale des femmes. S'agissant de l'activité de collecte et de transformation du fruit de balanite, nous exhorçons toutes les femmes des zones de production de balanite de s'inspirer de notre exemple avec Kissima Industries. Kissima Industries, faut-il le rappeler, est une unité de transformation du fruit de balanite depuis 2004. Tenues à Kolonjiba des journées de concertation culturelle. Ces journées ont lieu dans tous les cercles de la 3e région. Elles doivent aboutir à des propositions concrètes en faveur de la promotion culturelle. Cheikh Oumar Sankari, reportage. Ces journées de concertation culturelle de Kolonjiba visent essentiellement la promotion de la culture malienne. Il s'agissait d'abord de recenser les préoccupations des acteurs culturels, ensuite de faire des propositions concrètes pour un meilleur fonctionnement de l'industrie culturelle en 3e région et enfin donner une feuille de route aux organisateurs. Chaque cercle, nous réunissons les acteurs culturels pour débattre, pour nous concerter, alors dresser l'arbre des problèmes, nous parler des objectifs et définir un plan d'action dans le cadre du programme Acte 7 et de la coalition malienne pour la diversité culturelle. Durant 3 jours, représentants locaux des différentes formes d'expression culturelle, autorités politiques et traditionnelles ont examiné les problèmes que connaît le secteur. Au centre des débats, la lutte contre la piraterie, le fonctionnement des regroupements d'artistes, la prise en compte de la culture dans les périsèques de la commune, entre autres. Ces concertations culturelles sont sanctionnées par des éditions. À chaque étape, nous produisons un ouvrage qui reflète les préoccupations et les suggestions et critiques qui ont été formulées durant les 3 jours. Donc, après le cercle de Sikasso, Kuchala, Kadiolo, nous sommes aujourd'hui à Kolonjiba et je me réjouis vraiment de la présence des artisans aussi et d'autres corps de métier qui ont bien voulu nous faire l'amabilité de s'associer à ces journées de concertation. Les hommes de culture du cercle de Kolonjiba ont salué la tenue de cette rencontre qui, selon eux, est un début de solution aux nombreux problèmes qui mettent notre culture en péril. Voilà, sur ce se referme ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci à ceux qui l'ont préparé et à vous qui l'avez